Bonjour Séverine. Bonjour Missia. Aujourd'hui, nous poursuivons nos explorations autour de la quête du bonheur dans nos rencontres psychophilo. Septième épisode. Et donc, on a commencé par accueillir ce qui est, accepter ce qui est malgré est-ce que je l'ai voulu ou pas, mais l'acceptation. Et nous poursuivons cette exploration aujourd'hui autour de la quête du bonheur avec le thème de l'accomplissement. Et si on regarde la définition de l'accomplissement, par exemple la définition du Robert, il nous donne comme définition fait d'accomplir, de s'accomplir, dans le sens de exécution, réalisation, achèvement. Et donc, quand on regarde un peu cette définition de l'accomplissement, on entend un peu déjà que le bonheur, c'est peut-être pas nécessairement juste un idéal et qui fait aussi partie du réel. Et comme comme début de ce processus d'accomplissement, nous avons identifié la mise en mouvement, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui en particulier. Et en faisant le lien entre l'accueil, l'acceptation et l'accomplissement, on pourrait dire que la nécessité amène la créativité. Et oui, c'est vrai que c'est une phrase qui, je trouve, fait bien le lien entre accueil, acceptation, accomplissement. Puisque je rappelle la définition de la nécessité en philosophie, ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être ou être autrement qu'il n'est. Et donc cette nécessité elle peut donner lieu à de l'insatisfaction si elle se base sur tout ce tout ce qui nous cause, tout ce qu'on n'a pas choisi et qu'on n'a pas encore accepté. Mais une fois que dans le présent on a pu accueillir et accepter tout ça, alors on peut changer d'angle de vue. On peut changer d'angle de vue, on peut voir vers quoi est-ce qu'on veut aller, on peut choisir ses valeurs et se poser la question de quel est le résultat qu'on veut et se mettre en mouvement on va pouvoir se mettre en mouvement pour aller vers ce qu'on veut. Ce Mhm. qui n'est pas possible tant que la nécessité, ce qui a été vécu n'a pas été accepté. Ça nous permet aussi de faire le lien avec d'autres choses dont on a parlé, hein. Dans l'acceptation, on a parlé de résilience. Mhm. Euh, donc sur cette acceptation de la nécessité, on peut aussi mettre le terme de résilience. Surmonter un événement traumatique qui nous est arrivé. Et en fait, ça nous permet, donc les événements vont peut-être nous amener à un moment donné à faire une rencontre qui va nous permettre de justement développer de la résilience. Et en fait, tous ces événements qu'on voit comme nécessaires ben, peuvent aussi devenir source d'enseignement et mettre en valeur des ressources. Oui, tout à fait. Au creux de chaque trauma, événement traumatique, on pourrait dire que se cache, parfois il est bien caché, mais un joyau, oui, un talent que nous pouvons mettre en lumière et développer après. Mm. On va pouvoir muscler davantage en plus cette résilience en continuant à s'accomplir. Tout à fait. Une autre chose qui fait un peu le lien entre les deux, c'est la transformation des croyances, qui est très importante aussi. Ben, on peut avoir les croyances, oui, mais ça va jamais se terminer, ça va jamais aller, donc c'est dur de se mettre en mouvement, évidemment, à ce moment-là. Mais quand elles sont transformées, quand on a pu mettre de la conscience sur ces croyances qui étaient peut-être inconscientes, eh bien, on a pu transformer les choses. Donc, comme on disait, avant d'avoir fait ce travail-là, l'inconscient va venir mettre lui ses propres histoires, mais plus on va mettre de conscience là-dessus, plus on va transformer nos croyances, et moins l'inconscient va avoir besoin de combler les trous quelque part avec des croyances négatives inconscientes. Oui, en effet. Finalement, on peut dire en transformant, en allant mettre de la conscience et en s'occupant un peu de toutes nos croyances là, qui sont un peu limitantes à certains moments, on met un peu de l'ordre à l'intérieur de soi. Et mettre de l'ordre, ça permet de clarifier aussi, d'avoir une vision plus claire de vers où on veut aller Oui. pour se mettre en mouvement. Mhm. C'est intéressant, cette remise en ordre, hein.
une forme de libération. Mhm, tout à fait. Et puis ça permet aussi de se libérer justement d'une, elle est peut-être d'une crispation ou d'un attachement un peu trop fort qu'on pourrait avoir par rapport à un résultat qu'on aurait imaginé à un moment donné. Si je Mm. commence à aller faire de l'introspection et que je vois qu'il y a des choses que j'ai envie de transformer, je pourrais m'attendre, je pourrais imaginer un certain type de résultat. Mais le fait de processer petit à petit ça, l'accueil, l'acceptation et puis se mettre en mouvement, finalement, la mise en mouvement nous permet d'un peu relâcher cette pression qu'on pourrait se mettre face à l'obtention d'un certain résultat. Ah oui. La mise en mouvement permet de s'en détacher et j'entends aussi quelque part que c'est se détacher du résultat à tout prix permet aussi de se mettre en mouvement. Ça va un peu dans les deux sens. Oui, en effet. Un peu comme si on n'était pas à vouloir absolument un résultat. Le jour où j'aurai atteint ce résultat-là, peu importe comment j'y arrive, en fait, j'y arrive et donc ça va enfin me libérer. Et bien, dans ce cas-là, on est fort crispé sur le résultat. On le voit comme une chose extérieure qui va enfin nous combler, enfin nous guérir. La mise en mouvement nous montre l'inverse, en fait. C'est que au moment où il y a un apaisement, il y a une remise en ordre quelque part de ce qu'on a vécu, je peux justement lâcher prise sur ce résultat que j'attends à l'extérieur, hein, Hmm. et justement revenir à partir de ma situation aujourd'hui, là où j'en suis, je me mets en mouvement. Je conscientise là où je veux aller. Comme tu dis, il y a ce besoin aussi de savoir où je veux aller, hein, Oui, oui, mais sans doute qu'il y a un élan de vie qui revient. c'est ça. Qui nous amène aussi la créativité. Et oui, ça nous amène la créativité, cet élan de vie. Créativité à inscrire dans le réel. Hmm, c'est C'est pas ça. toujours facile, hein, parfois au départ. Non, au départ, c'est comme quand on appréhende un peu n'importe quelle nouveauté dans la vie. On peut s'imaginer qu'il y a une montagne à gravir et elle paraît parfois gigantesque. Et le fait d'un peu déblayer, de mettre de l'ordre, de clarifier, d'avancer petit à petit, un pas à la fois finalement, eh bien on se retrouve à un moment donné au sommet de cette montagne, Mm. accompli. Oui. On pourrait dire que ça demande aussi à certains moments qu'il y a des deuils en fait aussi qui se succèdent dans la vie avant d'être au-dessus. Et oui, nous avons une amie commune, hein. Mhm. Sabine, clin d'œil à toi et merci pour cette phrase de sagesse, que la vie est une succession de deuils finalement, qu'on pourrait considérer que la vie est une succession de deuils. Et finalement, si je regarde bon, ma propre situation personnelle, oui, je pourrais dire que à chaque fois que j'ai bougé, que je me suis remise en mouvement à un moment donné, il y a eu un deuil petit, grand, le deuil d'une croyance, d'une espérance, peut-être aussi parfois de relations, hein, mais le deuil de quelque chose, oui, qui est, qui a besoin d'être traversé totalement. euh, avec les 5 étapes du deuil hein, qui ont été définies par Elisabeth Kubler-Ross. J'ai retenu enfin son nom. Et donc, avec la phase du choc, du déni, le marchandage, l'accueil de toute la tristesse qui a besoin de se déposer. Et tant que ce n'est pas fait, ben, on ne peut pas continuer le processus en fait. Ça bloque à cet Mm. endroit-là. Mm. Donc Oui, oui. tu disais aussi que parfois il y a des personnes qui ont envie de se mettre en mouvement, mais il y a quelque chose qui va bloquer et que régulièrement, c'est peut-être parce qu'il y a une partie de deuil qui a pas Oui. été faite, quoi. Oui, c'est vrai que, il arrive un moment où on peut par exemple avoir une dynamique dans les accompagnements, un peu plus de coaching aussi, puisque quand on a fait tout un processus d'accueil, de traverser des traumas, etc., euh, arrive le moment de faire quelque chose différemment, donc de la mise en mouvement, la mise en action. Et là, on peut un peu faire un petit, plus un protocole de coaching. Bon, ben,
à tel jour, telle date, tu vas faire ça. Et c'est la personne qui choisit. Dans la différence avec notre approche, c'est que c'est la personne qui choisit ce qu'elle va vouloir mettre en place et comment. Et, euh, et oui, si après on débriefe et que ça n'a pas fonctionné, en général, il y a encore un petit deuil à, à finaliser, oui. Mm. Et ça On permet de dit mettre aller. en lumière. Essayer, se Ouais, mettre en mouvement permet de mettre en lumière ce qui bloque. Donc, ouais. quoi qu'il advienne, c'est toujours bénéfique. Toujours bénéfique la mise en mouvement. Ouais, Ça marche, si ça marche pas, c'est qu'il y a un petit enseignement, il y a peut-être la responsabilité d'aller voir, ben, tiens, qu'est-ce qui se joue là? c'est ça. On peut dire aussi que, oui, si on a envie d'être heureux, alors ça va être important de faire cette mise en mouvement, et puis quand ça bloque, ben, d'aller voir ce qui s'est passé, ou justement, ce qui fait qu'on n'y arrive pas. Et on voit ici l'accomplissement en lien avec le bonheur, plus seulement comme ce serait le bonheur comme acceptation de ce qui est là, hein, comme on l'a vu dans l'étape de l'acceptation. Évidemment, c'est important, mais ici, on peut dire que c'est pas juste le simple bonheur d'être là, d'accepter ce qui est, comme nous le dit Épicure, même si c'est important, mais c'est le bonheur comme mise en mouvement, comme exercice, s'exercer à faire quelque Mm. chose, comme réalisation de projet, et à travers la réalisation de ces projets, réalisation de soi. Et donc, on va quelque part s'inscrire dans le réel. Oui. Et donc, on peut dire que le bonheur, c'est pas juste le simple bonheur d'exister comme Épicure, c'est pas la simple acceptation du réel comme nous le disait Épictète, ça suffit pas. À cette Mm. étape-ci, là où on est rendu, Missia, il y a aussi euh, dans le concret, inscrire quelque chose dans le concret. Mm. Et oui, ça fait sens finalement, hein, parce que c'est le fait de pouvoir observer que quelque chose a changé ou est réalisé concrètement qui me procure la joie du bonheur aussi. Et oui. Donc, c'est que tout le chemin qui est fait avant a un impact sur le réel aussi, Oui, hein. effectivement. Il y a, par rapport à la notion du bonheur comme plaisir d'exister ou comme satisfaction, il y a Philippe Afout qui est intéressante parce qu'elle met en œuvre ce qu'on appelle des expériences de pensée. Donc une situation imaginaire hein, dans laquelle vous êtes, dans laquelle l'expérience de pensée vous met et vous avez un choix à faire. Et en fait, ce choix à faire va nous interroger sur ben, quelles sont les raisons, quelle est la réflexion qui peut y avoir derrière ce choix. Et donc, dans une de ces expériences de pensée, ce qui est proposé, c'est on vous propose, comme vous n'arrivez pas à être heureux, on vous propose une lobotomisation. C'est-à-dire que au lieu d'avoir plein de désirs que de toute façon vous n'arrivez pas à satisfaire, hein, comme on l'a vu avec Schopenhauer, eh bien on va vous enlever tous vos désirs et n'en laisser qu'un. Votre seul désir, ce sera de compter des brins d'herbe dans un champ. Mm. Et après la lobotomisation, on vous offre un champ. Donc vous pouvez complètement être satisfait puisque vous pourrez toute votre vie satisfaire ce désir et compter les brins d'herbe dans le champ. Mm. Évidemment, en face de cette expérience de pensée-là, les personnes n'acceptent en général la lobotomisation parce que, en fait, l'être humain préfère comme vie authentique une vie où il développe ses capacités proprement humaines, où quelque part il se met en mouvement avec toutes les insatisfactions que ça peut comporter plutôt qu'une vie d'imbécile heureux, on va dire. Oui, Ça nous montre bien que juste la satisfaction en elle-même ben, ne nous suffit pas en fait pour être heureux. oui, oui, effectivement, on a besoin de vivre, de se relier à quelque chose de plus grand que soi aussi et de développer d'autres, d'autres capacités. Et finalement, je pense que il y a quelque chose de l'ordre de, ça fait un peu le lien entre, ça me fait penser à la définition de la congruence aussi. Euh, donc la congruence, c'est quand ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais se rejoignent. Et ceux qui,
qui définissent cette congruence disent que ça, c'est la définition du bonheur aussi. Dans ce développement de soi-même à travers le développement d'un projet, finalement, on arrive à trouver cette concluence. Mhm. C'est un peu Tout à ça fait. qui est présent. Et donc, cette mise en mouvement, c'est sûr que, elle va demander des efforts, hein. Euh, Ça va demander de s'exercer, de se dire que le choix, il est peut-être pas le meilleur, mais en même temps, ben, en le faisant, en y allant, ça me permet en même temps d'apprendre, de me développer. Et donc, c'est pas juste la réalisation de quelque chose, c'est en réalisant quelque chose, se réaliser soi. Mhm. On Oui, n'est plus dans la recherche d'un plaisir, de quelque chose d'extérieur qu'on va prendre pour combler son vide, mais on est vraiment dans je pars de l'intérieur pour aller vers l'extérieur dans ce mouvement. c'est ça. Et finalement, ça fait aussi appel à notre capacité d'humilité, parce que quand je me mets en mouvement, ben, tout n'est pas nécessairement parfait dès le premier pas que j'ai posé. Et Mhm. accepter que ce soit bah, juste un petit peu au départ. Imaginons, parce que c'est quand même important, ce qui peut aider en général à se mettre en mouvement en règle générale, c'est l'activité physique aussi. Donc physiquement se remettre en mouvement d'une certaine façon. Et imaginons que quelqu'un, bah, avec nos rythmes de vie, c'est pas compliqué de s'imaginer ça, hein, qu'on on devienne un peu sédentaire. Euh, et donc, rien qu'imaginer de sortir et d'aller marcher ou courir, ça devient un truc presque insurmontable. Et juste prendre son courage à deux mains à un moment donné, enfiler ses chaussures et sortir. Et même si je ne marche que 10 minutes cette première fois, ça ne sera pas un sprint que je vais faire. Je ne suis pas prête à courir les 20 kilomètres ou un marathon, mais je vais juste marcher 10 minutes. Eh bien, en observant après tout ce que ces 10 minutes de marche peuvent enclencher comme sensation de satisfaction, je suis capable de faire ça, j'ai réussi. Donc ça peut alimenter l'élan de continuer en fait, cette remise en Oui. mouvement. C'est un peu Donc, une spirale positive. oui, on n'est pas dans une recherche d'une perfection directement, on est vraiment dans se mettre en mouvement, agir. On peut dire que se perfectionner, ça vient en chemin. En fait, c'est pas chercher la perfection, mais c'est se perfectionner petit à petit. C'est ça. Il y a un autre philosophe donc, qui parle de cette idée-là, c'est John Stuart Mill, Mhm. qui, lui, critique aussi hein, cette idée que le bonheur, ce serait juste une vie qui serait pleine de satisfaction. Mhm. En fait, c'est pas la satisfaction en elle-même qui fait qu'une vie est accomplie, mais c'est que, elle est pleine de sens. Et si elle est pleine de sens, c'est parce que on peut y réaliser des choses qui ont du sens pour nous. Et qu'en les réalisant, on apprend sur nous et on perfectionne nos facultés aussi. Donc, on parle Mhm. des facultés supérieures de l'être humain, qui sont bien plus que la recherche d'un simple plaisir. Et donc cette dignité fait que oui, on va chercher ainsi à se perfectionner. Et contrairement à l'idée parfois qu'on pourrait se dire, mais là, la vie est trop difficile, je préférerais être un benet heureux, hein. Eh bien, Mill nous dit qu'il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Ah, ça c'est intéressant comme conclusion quand même. Et ça va un peu avec le coaching. Bon, on a déjà parlé de développement personnel dans nos vidéos, hein, mais au départ, l'idée de fond, c'est d'aller vers une meilleure version de soi-même, j'ai envie de dire, même si on est déjà bien comme on est, évidemment. Mais ça donne cette idée aussi d'un cheminement, d'un développement, du bonheur comme développement, comme réalisation aussi de soi à travers des choses concrètes. Oui, et ça vient mettre aussi sens à cette phrase qui peut paraître bateau tellement on l'entend, on la lit. Euh, le bonheur, c'est le chemin. Le bonheur, c'est le chemin. Et oui. Ce que le chemin nous permet aussi de vivre. Ouais. Et ben, en thérapie, on voit que arriver à cette étape-là, c'est quand même aussi le fruit du cheminement qui a été fait avant. Et puis, il y a des moments où il y a encore des choses qui vont être difficiles, hein. Ça va être difficile de se mettre en mouvement, mais eh bien, ça va permettre de revenir. Enfin, il y a des allers-retours. Il y a des moments où on va revenir sur des étapes d'accueil, d'acceptation.
avec toute la richesse évidemment que ça permet de Oui, développer sa richesse intérieure. oui, oui, parce que tous ces allers-retours-là, ils mettent à chaque fois, finalement, ça permet de remettre en lumière d'autres talents qu'on n'avait pas encore, Mm. avec lesquels on n'avait pas reconnecté encore. Et finalement, ça rajoute de la couleur à qui nous sommes, dans notre kaléidoscope intérieur. Mm. Ouais. Et puis ça arrive aussi, il y a aussi des cas de figure où la personne n'arrive vraiment pas, pour diverses raisons, à se mettre en mouvement, à poser des actions, alors qu'elle est pleine de bonne volonté, hein, elle sait très bien en général vers quoi elle veut tendre, et ça fonctionne pas. Et donc la conclusion qui lui arrive, c'est bah, il n'y a jamais rien qui se passe dans ma vie. Ça peut déboucher sur des états dépressifs. Et aussi, les états dépressifs, c'est une boucle comme ça, un peu de l'infini. Les états dépressifs peuvent aussi induire un figement qui empêche de se mettre en action. Euh, Bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, une chose qui peut aider, je ne dis pas que ça résout tout le problème, mais ça peut aider, c'est vraiment de se remettre physiquement en mouvement. Donc, simplement aller marcher, on n'a besoin de rien. Tout le monde a une paire de chaussures, donc il n'y a même pas besoin d'avoir des chaussures spéciales pour ça, juste aller marcher. Euh, Quelques minutes, commencer par 5 minutes si c'est vraiment trop difficile, et puis chaque jour ajouter 1 minute, un pas Mhm. à la fois vraiment. Euh, Parce que le corps a besoin d'être en mouvement aussi. Vraiment, il fait. Nous sommes dans cette dimension matérielle. Nous avons parlé tout le long aujourd'hui de mettre dans la matière, de mettre en action et de réaliser dans la matière. Eh bien, notre dimension dans la matière, c'est le corps, donc c'est important de le mettre en mouvement aussi. Et il peut nous aider à poser d'autres actions. Euh, Ça, c'est un cas de figure. Et puis, l'autre chose, c'est que parfois, il- c'est important de s'ouvrir à la possibilité de faire différemment que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, Mhm. je mets ça en parallèle des cas vraiment de dépression grave, parce que ça ne sert à rien d'aller dire à une personne qui est en dépression, mais bouge-toi, il suffit de te bouger et de le faire. Non, c'est pas si simple que ça en réalité. Euh, mais par contre, s'ouvrir à la possibilité de voir les choses différemment, c'est le premier pas pour, euh, pour commencer, par exemple, à processer un deuil. Parce que tant qu'on a des deuils qui nous bloquent, la mise en mouvement reste difficile, bien sûr. Mais elle nous permet d'aller reprocesser ce qui traîne encore, oui. Aussi. Merci pour ces éclairages précieux. Tu disais aussi que si à un moment donné ça bloque, ben, c'est l'occasion de retourner voir, ça va permettre de redébloquer des talents. Je pense que, on aura l'occasion dans notre prochaine vidéo sur l'accomplissement, d'aborder cette question des trésors qu'on peut trouver là, hein. Oui, ce sera notre prochaine exploration, en effet. Merci d'avoir fait le lien, Séverine. Bon, nous avons parlé de mise en mouvement du corps. Alors moi, aujourd'hui, j'ai un petit exercice à vous proposer. Euh, Bon, ça, c'est la routine énergétique selon le protocole de Donna Eden. Je mettrai le lien vers sa vidéo originale à elle, parce que tout d'abord, cette dame est tellement solaire qu'on a juste envie de la suivre et d'apprendre. Et puis, comme ça, l'information est directement à la source. Moi, j'ai raccourci ce protocole pour ici, juste pour la vidéo, pour faire juste quelques mouvements. Mais sachez que faire cette routine énergétique le matin avant de quitter la maison, ça va vous donner une pêche d'enfer. Donc, essayez. Ça prend entre 7 et 10 minutes. Ça dépend si vous avez fait vite les mouvements ou pas. Mais nous, ici, ça ne nous prendra pas tout ça. On va juste en faire quelques-uns. Donc, je vous propose de vous lever. Moi, je vais un peu me reculer aussi. Hop là. Et on va commencer par faire ce qu'elle appelle les 3 points. Donc, on va faire du tapping, hein. Vous me suivez, je vous expliquerai au fil du temps. Pensez à bien respirer pendant que vous faites ces exercices et juste vivez l'instant présent et vous verrez comment vous vous sentez après.
Chaque zone que l'on stimule pendant cette routine, vous pouvez le faire entre 30 secondes et 1 minute. C'est un c'est un bon timing. Donc là, on tapote sous les clavicules, les points des méridiens du rein. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est stimuler le thymus. Le thymus, c'est ce qu'on appelle la glande du bonheur aussi, et c'est surtout une petite glande qui soutient notre système immunitaire. Donc c'est bien de temps en temps la tapoter parce que avec l'âge, elle est un peu moins active. Et donc ça se trouve au milieu du sternum. Voilà. Chez les enfants, cette glande, elle est très active. Chez les tout petits, pendant qu'ils ont leur poussée de croissance, ils sont en train de développer leur système immunitaire encore, hein. Et après, elle a tendance un peu à s'endormir. Donc, la tapoter, ça nous met de bonne humeur déjà. Et puis, voilà, c'est bon pour l'immunité. Voilà. Et maintenant, on va taper les deux points du foie qui sont en dessous de la poitrine. Alors, au passage aussi, ça nous met en forme, évidemment. Et au passage, si vous avez un gros coup de colère que vous avez envie d'un petit peu apaiser, ces deux points-là vont vous aider. Ils sont sur le méridien du foie, ceux qui auraient envie d'avoir l'information. Et après ça, on prend un petit exercice avec les bras et les jambes. Je vous préviens juste. Alors, ce qu'on va faire, c'est prendre la main gauche et venir frapper ici sur le genou droit, l'extérieur, et à l'inverse, avec la droite sur le gauche. Et on va faire ça pendant, je sais pas, 30 secondes. Voilà. Quelques mouvements en tout cas. Ces mouvements, bon, déjà, ils mettent en mouvement tout le corps. euh, et ça permet de reconnecter les deux hémisphères du cerveau aussi. C'est un peu de la brain gym. Quand vous vous sentez un peu confus ou vous cherchez à prendre une décision que c'est pas très clair, vous pouvez faire un peu cet exercice. Voilà. Et pour terminer, je vous propose de faire l'exercice de la tirette éclair. Donc en fait, on va, maintenant qu'on a un petit peu remis en mouvement tous nos systèmes énergétiques, on va garder cet équilibre qui s'installe. Et donc juste au niveau du premier chakra, vous mettez les deux mains et on va remonter. Remontez en conscience comme si vous fermiez une tirette éclair, une fermeture éclair. On va remonter le long. Vous pouvez imaginer que vous avez une clé, que vous refermez tout ça. Et à l'expire, vous laissez aller ce qui a besoin de partir. On va refaire ça 2 fois. Et une dernière. Et voilà. Merci pour cet exercice qui remet de l'ordre énergétiquement aussi, hein. Tout à fait. C'est bien. Merci pour cette mise en lumière, Séverine. Et tu nous as préparé un texte. Et oui, je vous ai préparé un texte de John Stuart Mill. C'est tiré de son ouvrage L'utilitarisme. Hmm. Alors, aucun être humain intelligent ne consentirait à être un imbécile. Aucun homme instruit à être un ignorant. Aucun homme ayant du cœur et une conscience à être égoïste et vil. Même s'ils avaient la conviction que l'imbécile, l'ignorant ou le gredin sont, avec leurs lots respectifs,
plus complètement satisfaits qu'eux-mêmes avec le leur. Un être pourvu de facultés supérieures demande plus pour être heureux, est probablement exposé à souffrir de façon plus aiguë et offre certainement à la souffrance plus de points vulnérables qu'un être de type inférieur. Mais en dépit de ces risques, il ne peut jamais souhaiter réellement tomber à un niveau d'existence qu'il sent inférieur. Croire qu'en manifestant une telle préférence, on sacrifie quelque chose de son bonheur, croire que l'être supérieur, dans des circonstances qui seraient équivalentes à tout égard pour l'un et pour l'autre, n'est pas plus heureux que l'être inférieur, c'est confondre les deux idées très différentes de bonheur et de satisfaction. Incontestablement, l'être dont les facultés de jouissance sont d'ordre inférieur a les plus grandes chances de les voir pleinement satisfaites, tandis qu'un être d'aspiration élevée sentira toujours que le bonheur qu'il peut viser, quel qu'il soit, le monde étant fait comme il est un bonheur imparfait. Mais il peut apprendre à supporter ce qu'il y a d'imperfection dans ce bonheur, pour peu que celle-ci soit supportable. Et elles ne le rendront pas jaloux d'un être qui, à la vérité, ignore ses imperfections, mais ne les ignore que parce qu'il ne soupçonne aucunement le bien auquel ces imperfections sont attachées. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. C'est difficile de ne pas être d'accord avec lui. Merci pour cette Effectivement. conclusion. Eh bien, avec plaisir. Bon, et puis comme d'habitude, on vous retrouve dans 2 semaines, toujours sur la thématique de l'accomplissement dans la quête du bonheur. Euh, Écoutez, n'hésitez pas à refaire les exercices, relire les textes, à partager votre vécu. Ça nous fera vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À bientôt alors. Oui, à la prochaine.